Salam alaikum mesdames, mademoiselles, messieurs, ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal ci seen teewaay fii ci Dakar Creative Talks, votre podcast qui parle des industries culturelles et créatives de A à Z. On revient aujourd'hui avec Ibrahim Khan aka No Name qui va parler avec nous de la monétisation de création de contenu audiovisuel. Pourquoi on parle de monétisation de création de contenu audiovisuel? C'est parce que nous avons parlé dans un premier temps des industries culturelles et créatives et nous avons vu qu'en termes de débouchés, l'Afrique, comme il aime bien le dire, j'adore cette phrase, l'Afrique est une boutique de contenu. Donc, tout ce contenu doit être valorisé, monétisé, gagner am khalis, essayer de mettre en place de nouveaux projets, créer de nouvelles ouvertures. Ibrahim, assalamu alaikum again. Aleykum salaam mbokk mi. ñu lay ziar dellu ziar. di la jaajëfal di kontaan loolu ci teew fii. On est très ravis sur ce deuxième épisode en tout cas Welcome de home. développer davantage sur les stratégies de monétisation, Yes. parce qu'in fine il ne s'agit que de deux choses: génération de revenus, création de valeur. Yes. Donc il faut qu'on puisse générer autant de revenus pour qu'il y ait un marché, pour qu'il y ait un cycle économique qui soit optimal. Il faut qu'on puisse créer de la valeur pour qu'effectivement qu'il y ait des débouchés, qu'il y ait un écosystème et qu'il y ait du rêve à vendre. Parler de monétisation, c'est dans ce jargon qui se veut être digital ou numérique, parler de toutes les stratégies qui sont mises en place pour vendre un contenu ou pour en tout cas vendre un service de contenu ou rendre un contenu disponible chez un utilisateur final, qu'il le paye ou en tout cas qu'il ne le paye pas. Mais on a tendance à dire qu'en marketing, il n'y a rien de gratuit. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi-même ou c'est soi-même le produit. On est le produit soi-même. Alors, économie numérique. Taux de pénétration du mobile très fort, c'est-à-dire aujourd'hui au Sénégal, on a à peu près beaucoup plus de population mobile que de population en soi. C'est-à-dire qu'il y a plus de 18 millions d'abonnés mobiles pour peut-être 17 millions de population, ce qui veut dire qu'on a chacun à peu près plus de smartphones, un téléphone ou plus. On va plutôt dire plus de terminal mobile. Après, les smartphones aussi, on va aller sur, je parlais de taux de pénétration mobile, il y a le taux d'équipement. Certainement, sur le taux d'équipement, il y a un niveau de smartphone qui n'est pas forcément de l'ordre de 100%. Encore que c'est crescendo parce que tout simplement, il y a les smartphones low cost ou abordables et de l'ordre de certaines marques qu'on connaît. Et donc, en gros, le taux d'équipement qui monte, le taux de pénétration mobile qui soit pertinent, le taux de connectivité, l'Internet mobile aussi en train de connaître un envol, donc avec les opérateurs réseau. Il y a même des fournisseurs d'accès à Internet, même si effectivement ils sont plus sur la partie physique, mais l'idée étant de concevoir qu'aujourd'hui les gens aussi sont connectés, pas que sur le smartphone. Ils sont connectés aussi sur les desktops et sur la télé, la TVOD. Donc il y a un taux d'internet qui est croissant, un taux d'internet mobile aussi qui est croissant au regard de l'évolution. Tu dis la TVOD. C'est quoi la TVOD? Alors la TVOD, c'est la vidéo à la demande à la télé. Aujourd'hui, tu as une télé qui est allumée. Tu y trouves des applications vidéo, VOD qu'on connaît, que ce soit Netflix, que ce soit etc. Et peut-être l'un des enjeux majeurs, c'est des plateformes africaines qui puissent exister chez les constructeurs de devices. Tu ouvres aujourd'hui un gros écran, tu y trouves Wido, tu y trouves Play VOD ou une autre plateforme où tu y trouves Marodi TV, etc. Donc, en fait, tu peux y accéder via le net, il y a peut-être la partie applicative, mais voilà, donc des types de partenariats qui soient beaucoup plus poussés. Taux de pénétration mobile, donc les gens qui ont aujourd'hui accès au terminal mobile, quelle que soit la typologie du téléphone, qu'il soit un téléphone basique ou un téléphone, ce qu'on appelle un smartphone. Le dernier Apple ou le dernier iPro, je sais pas, 32 Max si tu veux, ou le dernier Fold 56, whatever, ou le bon Tecno, le bon Huawei, whatever, des terminaux mobiles qui soient capables d'absorber ou de recevoir les types de services digitaux qui existent. Un taux de connectivité, parce que les offres, la 5G qui arrive, des opérateurs réseau qui puissent donner accès à de la connectivité avec les formules marketing qui existent, que ce soit
de la gratuité sur un segment, que ce soit de la gratuité sur des réseaux sociaux, etc., pour stimuler voilà, cette consommation en broadband. Tout ça concourt aujourd'hui à asseoir le marché de la monétisation. Parce que il s'agit de quoi? Il s'agit de consommer un contenu. Il faut les outils. Après, il y a l'autre partie. Les outils dont on parle concernent les opérateurs réseau qui vont livrer le service et la technologie, peut-être, si c'est eux qui construisent ça, et les données, c'est-à-dire la connectivité et le contenu, et les utilisateurs finaux qui ont des smartphones. Et enfin, il faut aussi les éditeurs, ceux qui mettent en place des applications pour qu'il y ait de contenu, que ce soit une application de vidéo, ou une application de musique. C'est là qu'on parle, quand on parlait de TVOD, en fait, sur la VOD, on a la VOD, on a la TVOD, on a la SVOD. La VOD, c'est tout ce qui est VOD freemium gratuit. C'est ce que YouTube fait, ou des plateformes qui sont gratuites de vidéos. La TVOD, c'est avec la télé. Donc, c'est un peu... On peut même parler comme la TV d'Orange, par exemple. La SVOD, c'est Subscription VOD. C'est un peu l'abonnement comme Netflix ou comme Vido. Voilà. Et aujourd'hui, en termes de monétisation, que ce soit de la musique, que ce soit de la vidéo, que ce soit du contenu de manière générale, du gaming, etc., ce qui est important pour le continent africain et pour la zone dans laquelle nous sommes, c'est ce qu'on a dit dans l'épisode précédent, c'est deux facteurs. C'est l'existence du paiement mobile télécom. Le paiement mobile télécom en soi, qui est cette solution alternative qui vient dans un contexte de taux de bancarisation faible. Je m'explique. On est en Afrique. On est dans un continent où les gens n'ont pas forcément, ne sont pas à la banque, n'ont pas de carte bancaire, etc. Ils n'utilisent pas forcément ces services pour consommer ou pour faire facturer. C'est du cash. Écoute, les solutions de paiement qui sont la mobile money ou le SMS peut-être sur des petits montants permettent d'optimiser et d'aller chercher la création de revenus et surtout la possibilité de facturer des services de contenu. Enfin, avec la connectivité, ça donne donc ce schéma. Aujourd'hui, pour la monétisation bien faite, il faut un service technologique de distribution de contenu, donc une plateforme de streaming, qu'elle soit musicale, qu'elle soit de vidéo, qu'elle soit du gaming, etc., de replay, de live stream ou de pay-per-view, et bien sûr un opérateur télécom qui a en son réseau hébergé le fournisseur de service qui est la plateforme qui délivre le service, ou bien même l'opérateur en soi. Enfin, les utilisateurs finaux qui ne sont rien d'autre que des abonnés mobiles finalement, parce qu'ils ont une puce ou une SIM chez l'opérateur qui délivre le service et qu'ils ont possibilité d'avoir accès au contenu une fois que la connectivité est de fait, 4G, 5G, 3G, ça dépend, et qu'ils peuvent être facturés sur la base de leur SMS, crédit SMS, ou sur la base de leur compte mobile money, que ce soit le pingouin ou la vitamine C, le fruit de couleur rouge-jaune. Bref. Donc, en gros, si on veut parler de monétisation et qu'on veut éclater les définitions, c'est déjà ça qu'il faut comprendre. Hein. Après, je pense qu'on a parlé de streaming aujourd'hui, qui aujourd'hui est l'un des actifs les plus incontournables dans la manière de consommer ou de monétiser le contenu. Le téléchargement a existé. Après, le streaming est beaucoup plus important. Donc, plus de 60% au minimum de la consommation de streaming, c'est de la vidéo. Donc, ça soit la vidéo on demand, comme pour Netflix, la SVOD en abonnement, que ça soit les short vidéos, les petites... voilà, on le voit sur les applications comme Instagram ou comme TikTok. Et c'est là où on rentre aussi dans ce qu'on appelle la catégorie des UGC, les User Generated Content. C'est toutes les plateformes qui mettent le consommateur final au centre de la création de valeur. C'est ce qu'on appelle un peu la co-création de valeur. Aujourd'hui, vous êtes sur TikTok, c'est vous qui créez le contenu. Que ce soit le contenu d'un autre ou pas. C'est vous qui créez le contenu. Vous êtes sur YouTube, c'est vous qui uploadez votre contenu. Donc, l'utilisateur final est au centre d'une économie du contenu. Et il génère des revenus derrière. Et voilà, donc c'est ça le UGC. Voilà. Il y a une dimension qui est celle lors de la définition de ce qu'est la monétisation dans son environnement économique, technologique. Facturation par des moyens de paiement alternatifs qui sont les moyens de paiement au-delà de la carte bancaire pour ressembler à l'Afrique, c'est ça qui est pertinent. Donc, c'est le SMS et le wallet. Donc, sa dimension technologique, c'est la mise à disposition de services applicatifs. C'est une web appli, une application
de streaming musical, vidéo, etc. Qu'elle soit hybride aussi, hein, comme Tidal l'été ou Zixen, une application de streaming musique ou vidéo. Et enfin, dans sa dimension économique de manière globale, c'est un abonné mobile qui veut écouter le morceau de Youssou N'Dour ou le morceau de Viviane ou celui de Deep, qui s'abonne sur Zixen ou sur Dido, sur Music Bee ou sur... qui veut regarder un film de Marodi ou d'Evenprod, qui s'abonne sur Wido et qui a accès à du contenu et qui le paye via un moyen de paiement alternatif qui est le SMS ou son abonnement sur Orange Money ou Wave. Et donc, in fine, c'est ça la dimension de la monétisation au Sénégal. C'est l'environnement économique, technologique lié aux opérateurs télécoms. Tu as parlé de régulation et c'est là où c'est intéressant. Quel est l'environnement juridico-légal ou réglementaire finalement? Lequel ça se passe. Voilà. Donc, ce qu'on a appelé la co-création de valeur, c'est le fait de pouvoir créer ensemble de la valeur et que le client final soit au centre de cette création de valeur, qu'il soit et prescripteur et même qu'il soit coproducteur d'un produit parce qu'il participe à l'innovation de par le fait d'anticiper, en tout cas d'être dans une forme de co-création avec l'éditeur. Aujourd'hui, la co-régulation elle est extrêmement importante. J'aime parler de co-régulation parce qu'il y a des espaces de souveraineté en termes de régulation qui sont aujourd'hui, qui s'entrechevauchent ou qui se confondent plus ou moins. Je m'explique. Quand vous êtes aujourd'hui un opérateur de streaming musical ou VOD, vous êtes ce qu'on appelle un éditeur de services digital. Vous mettez en place une application streaming. Vous êtes dans la nomenclature juridique au Sénégal, assujetti aux services de télécom. Vous êtes normalement une entreprise VAS, qu'on appelle VAS, Value Added Services, une entreprise de SVA, Service à valeur ajoutée. Vous devez être autorisé par l'autorité de régulation télécom, l'ARTP, qui vous donne une licence VAS. Vous devez être une société de droit sénégalais qui aujourd'hui va investir dans le monde des services à valeur ajoutée. On parle de services à valeur ajoutée dès que l'on est au-delà de la voix et du SMS classique au niveau des réseaux télécoms. Appeler quelqu'un, appeler ses amis ou envoyer un SMS, contenant de SMS surtaxés ou des appels de serveurs vocaux surtaxés, etc. Et la RTP vous donne la licence. Donc, vous êtes cette entreprise qui met en place une plateforme de streaming, par exemple, chez l'opérateur. Vous êtes une entreprise qui est connectée chez l'opérateur. L'opérateur a une licence VAS. VAS, c'est Service à valeur Value Added Services, une licence SVA. Vous aussi, vous avez une licence SVA parce que vous êtes une entreprise de droit sénégalais qui promeut ou qui est l'éditrice d'une plateforme de streaming. Mais une fois que vous le faites, vous utilisez du contenu. Ce contenu, c'est de la musique, c'est du cinéma, etc. En principe, le contenu, l'autorité qui doit réguler, c'est ce qu'on appelle les OGC, les organismes de gestion collective. C'est la SODAV, par exemple. Donc, une application de streaming en live, du contenu qui est utilisé, une autre autorité de régulation qui n'est pas forcément la RTP qui doit venir. N'oublie pas qu'on est en train de parler de co-régulation. Et sur la facturation, on est d'accord que vous facturez par SMS ou par mobile money, ce qui est du ressort de la BCAO, la Banque centrale, qui régule aujourd'hui sur la partie fintech. Donc, c'est pourquoi ce besoin de co-régulation est extrêmement important. Parce qu'on passe de monnaie réelle à des Voilà, parce qu'ils font qu'on puisse permettre justement qu'on ait le maximum de potentiel qu'on puisse extraire de ce marché avec cette rencontre de ces autorités de régulation qui finalement vont concourir à créer un espace beaucoup plus innovant, beaucoup plus nouveau de bonnes pratiques qui permettent d'être agile à toutes ces structures et qu'on exploite au maximum, qu'on reverse les droits d'auteur comme il faut avec une bonne régulation et une bonne réglementation. Peut-être qu'il faut s'adapter à l'économie digitale et aller dans le sens d'avoir des taxes. Aujourd'hui, sur ce qu'on appelle le RBT, le Dalalton, qui est la musique d'attente, il faut payer 12% à la SODAV. Mais sur la partie, c'est 12% qui est payé sur la taxe. C'est ce que l'opérateur, les opérateurs reversent. Soit l'opérateur le reverse, c'est un centre de coûts partagé entre l'opérateur et le provider qu'on appelle fournisseur de contenu. Ou enfin, c'est le fournisseur qui le porte. Ça dépend de quel opérateur, mais enfin, les 12% doivent être payés. Et normalement, which is very good. Et c'est encore Desnelou Buddy. Parce que je pense que la SODAV déclare 100 à 110 millions
qui quand même correspond aux droits d'auteur reversés par l'opérateur, par exemple Orange, Sonatel, Orange, à l'année sur ses services digitaux, donc notamment le RBT, certainement d'autres. Et enfin, si vous êtes sur une application de streaming, ce qui est très différent économiquement, il faut qu'il y ait des lois qui puissent dire combien on met en pourcentage. Est-ce qu'on met 12% ou 2% parce que le modèle économique est différent. Ici, c'est de l'abonnement. Quelqu'un s'abonne à un service. Il va payer chaque jour pour avoir le service de streaming. Si on met 12% sur le chiffre d'affaires, ça peut être compliqué. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il faut discuter. Donc, n'oublie pas qu'au début, on a défini la monétisation dans sa dimension technologique, économique chez les opérateurs télécoms. Livraison du service par la connectivité, les opérateurs qui ont les réseaux et qui peuvent permettre de livrer ce service. Livraison du service par la fonction facturation parce que les opérateurs télécoms ont la possibilité de facturer par SMS ou par wallet. Livraison par l'existence d'éditeurs de services, les opérateurs SVA, services à valeur ajoutée, qui mettent en place des services innovants de streaming, etc. Enfin, on est dans la partie régulation, qui est l'environnement réglementaire, qui nous permet de dire, une fois qu'on a des autorités de régulation qui concernent la partie télécom, la partie contenu, droit d'auteur, propriété intellectuelle, et la partie paiement, comment on crée un espace de co-régulation dans cette logique de co-création de valeur pour que ces autorités puissent permettre à un marché de s'émanciper et d'aller vers des pratiques qui sont beaucoup plus adaptées à la nouvelle économie qui est celle drivée par le numérique. Et enfin, il y a des questions liées à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous avez des applications ou qui peuvent faire comme Voice Extractor, qui peuvent sortir les voix, par exemple, d'un morceau de Ndiaga Mbaye et le mettre sur un beat de David Guetta. Mais ça se fait par la machine point. On paye du droit d'auteur dessus ou pas? Il y a des problématiques liées au reversement de certaines plateformes. Est-ce que TikTok reverse au Sénégal ou pas? C'est des questions extrêmement importantes qu'il faut mettre sur la table. Donc ça, c'est la problématique de la... Je ne sais pas si on va parler de souveraineté numérique ou pas, mais du droit d'auteur lié à la nouvelle économie. Il y a des problématiques de souveraineté de données. Où sont il y a les serveurs, où sont les données. Et problématiques liées aux plateformes aussi et à l'écologie. J'ai lu une fois le single Despacito qui a été, je pense, streamé à des milliards de fois. Despacito, je pense la consommation en stream, le nombre de milliards de fois de stream correspondait à une consommation en une année en électricité d'un pays comme le Niger. Bon, je n'ai pas voulu y croire au début, mais c'est ce que les plateformes ont pu générer. Donc, en gros, la question même de l'écologie, elle est embarquée dans cette problématique de la monétisation. Donc, je le veux large parce que c'est ça le but de ce podcast, c'est de dire, écoute, on va parler de monétisation, on ne dit pas juste mettre mon son sur YouTube, je upload comme ça. Oui, ça c'est technique, on peut aller dans comment on upload, quels sont les types de plateformes, on peut brosser. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de dire quel est l'environnement économique, télécom, et de facturation en Afrique pour la monétisation, quelle que soit la verticale, musique, vidéo, etc. Quel est aujourd'hui l'environnement réglementaire sur cette partie, que ce soit la régulation, la co-régulation entre le droit d'auteur, entre la partie télécom et la partie banque centrale sur la fintech, qui paye quoi? L'interopérabilité, il y a une nouvelle plateforme de la Banque centrale qui est arrivée sur ça. L'interopérabilité, c'est le fait de pouvoir payer ici ou là-bas en Côte d'Ivoire selon la plateforme où elle existe géographiquement en unité de valeur du mobile money, ce qui est intéressant. Et enfin, les questions liées à la souveraineté de données pour l'Afrique. Parce que je dis l'Afrique, c'est une boutique de contenu, mais il faut la protéger. Il faut protéger cette boutique de contenu. On fait quoi des données? La partie écolo. Que représente la consommation en stream, finalement, sur toutes ces plateformes qui sont connectées à des réseaux, à des serveurs pour l'Afrique? Et pour moi, c'est ces questions-là aussi qui sont assez intéressantes sur la partie monétisation. Et c'est de dire comment on crée des champions nationaux ou régionaux. Qui monétise? C'est tout un circuit. Parce que finalement, qui monétise? Est-ce que c'est toute la chaîne de valeur de la distribution digitale, du créateur de contenu qui a un besoin de faire passer son contenu vers un utilisateur final, qu'il l'appelle mélomane, qu'il l'appelle fan, qu'il l'appelle audience, qu'il l'appelle communauté, ou de l'opérateur télécom qui a une opportunité business d'avoir en son sein un opérateur de service à valeur ajoutée qui plug son application, et lequel opérateur télécom est assez smart pour dire j'ai des abonnés mobiles qui veulent du contenu, ou c'est finalement la plateforme qui crée une plateforme, l'éditrice de services qui crée, la société éditrice de services qui crée une plateforme de streaming qui dit moi aussi j'ai besoin d'exister dans un monde économique.
tout le monde monétise. Il y a différents prescripteurs. Voilà. Et la partie prescription, elle est intéressante dans la co-création de valeur parce que finalement, c'est le client qui est au centre de la co-création de valeur. C'est le phénomène des UGC, ce que je dis comme TikTok, User Generated Content. Même les applications, selon l'ergonomie, selon le user-friendly process, selon comment ils sont mis en place, répondent à du marketing de la demande en réalité. Parce qu'en réalité, les applications ont évolué selon ce que l'utilisateur faisait. C'est pourquoi on parle de User-Generated Content et c'est assez court et avec des pratiques très précises que Instagram fait dans les réels et dans les shorts. Il y a une logique économique, bien sûr, et d'expérience utilisateur parce que c'est ça aussi, le user experience, c'est très important. Et aujourd'hui, on parle de designer UX, UX, etc. Donc, c'est des métiers bien précis. Et l'expérience client, c'est ce qui va être au centre même de la co-création de valeur, qui va driver l'innovation sur cette question et sur la question de la monétisation, vu comme ce marché de distribution digitale. C'est là où on voit les différents pans ou les différents enjeux qui se portent. Voilà. Économique, télécom, facturation en Afrique, selon le contexte. Co-régulation pour le réglementaire parce que c'est le contenu, la technologie, le télécom, le droit d'auteur et la facturation pour l'essentiel du mobile money. Et enfin, écologique ou de questions de sécurité, de cybersécurité sur les données. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table et pour voir de manière très large la problématique de la monétisation. Maintenant, quel type de plateforme pour quel type de contenu, quel type de monétisation pour la monétisation, elle est hybride de manière générale. Peut-être que je devais même commencer par ça. Elle a deux visages, elle est gratuite ou payante. Ma prochaine question, c'est où monétiser. Voilà, où monétiser, comment monétiser. Elle a deux visages. Elle est gratuite, elle est payante. Elle est gratuite, c'est YouTube. C'est toutes les plateformes où on ne paye pas, mais on est soi-même un produit. Et c'est ça tout l'intérêt parce que de ce point de vue, le modèle économique, c'est le AdSense, c'est tout ce qui est la monétisation par la publicité. Le revenu se crée par la monétisation de l'audience en fait qu'il y a derrière. Une plateforme qui te donne accès gratuitement à du contenu fait de toi un alibi pour vendre à des annonceurs un espace et devient en soi une régie publicitaire digitale. Et cette transformation de l'audience en un actif, un levier stratégique pour être une régie en soi, c'est ça le problème de la monétisation par advertising, dans AdSense. Après, il y a tout le lexique Google driven, tout ce qui est digital sur l'AdSense, etc., jusqu'à Google qui crée même son AdSense avec l'AdWords, etc. Donc ça, c'est un marché qui a été préempté par Google et qui est défini aujourd'hui sur YouTube. C'est par CPM, par exemple, qu'on paye. Cost per mille, c'est-à-dire que si vous faites 1 million de vues, c'est 1000 fois 1000. Maintenant, 1000 vues, c'est combien d'euros? C'est 0,4 ou pas? Bref, au Sénégal, vous faites 1 million de vues, vous avez entre 400 000 et 500 selon. Encore que maintenant, il y a de nouvelles règles. Il faut un niveau d'abonnés pour pouvoir accéder à du reversement, à de la monétisation pour être reversé. À peu près de l'ordre de, je ne sais même plus, 4 000 ou 5 000 abonnés, une communauté pour... Voilà. Google récompense, YouTube récompense le user ou le content creator pour, pour sa capacité à monétiser l'audience, etc. Donc, ça, c'est la partie gratuite. Et c'est ce qui fait que sur Spotify, Deezer ou d'autres applis, on est en mode aléatoire. On ne choisit pas, c'est la publicité qui vient, mais parce que oui, c'est eux qui font l'argent. Et c'est sur cette base qu'on reverse après les créateurs de contenu avec ce qu'on appelle le système du ratio. Il y a un article intéressant que seul Lucien, j'oublie encore le nom, patron d'Universal Music LA avait fait en début janvier sur la fin peut-être du modèle par ratio, ce qui dit il faut qu'on invente un nouveau modèle de répartition des revenus sur les plateformes. Et donc ça, c'est des problématiques qui sont très précises et qu'il faut aller voir. Après, elles ne sont pas loin aussi de ces stratégies qui ont été mises en place. Par exemple, pour Spotify, il y a un gros budget qui a été mis plus sur le podcast que sur la musique. Et ça, c'est après la partie curation et édito, comment on fait sur les playlists ou pas. Mais enfin, l'un dans l'autre, ce modèle aussi, il est en train d'être questionné sur le modèle au ratio, comment on repartage les revenus. Donc, et ça donne même droit à des problématiques telles que le value gap, qui concerne aujourd'hui la différence qu'il y a entre ce que génèrent les plateformes de streaming
et ce qui est reversé aux créateurs de contenu. Et c'est extrêmement important parce que c'est la problématique de ce que coûte la créativité finalement. Qui gagne dans cette histoire? Est-ce que c'est l'auteur, celui qui a la propriété intellectuelle, ou c'est ceux qui ont organisé cette économie de la distribution digitale et qui sont aussi des labels et qui sont actionnaires dans ces mêmes plateformes? Il y a un modèle, voilà, qui n'arrête d'être questionné à ce sujet, mais je pense que c'est dans l'ordre des choses. On va aller beaucoup plus vers des choses plus intéressantes. Donc ça, c'est la monétisation gratuite. Et il y a la monétisation payante qui, pour moi, est aussi un élément important où il y a de l'abonnement. C'est comme Netflix, c'est comme Spotify Premium. Vous payez par mois. Après, c'est là où c'est subtil pour l'Afrique et pour nos zones. Par expérience, je peux vous dire aujourd'hui que sur nos zones Afrique de l'Ouest, avec les opérateurs télécoms, c'est un marché prepaid market. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Africain consomme au jour ce qu'il produit. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si sur Netflix, c'est, je ne sais plus, $11 le mois, ici, ce ne serait pas, par exemple, 3 000 ou 6 000 francs le mois. Ce serait 100 francs par jour ou 200 francs par jour. Parce qu'il faut facturer chaque jour. C'est un marché hyper prépayé et c'est ce qui a donné CEDO, c'est ce qui a donné Yakalma, Easy, etc. Les gens vont aller acheter du tchéré. Da ngay jënd tchéré guddi bi dafa sa kii tranquille wala nga jënd yàpp pour une semaine après nga dugg mu goog te loolu dafa méngoog li ñuy xamal li nga xam ne moom la ñuy def dañuy natt. Donc on est dans cette économie du détail, mais qui est extrêmement intéressant parce que c'est dans cette économie du détail qu'on voit que le marché prépayé, il drive toute l'économie et toute la construction du chiffre d'affaires finalement derrière pour l'économie de la monétisation payante, que ce soit sur des plateformes comme Wido, comme d'autres, où il y a même un mix qui est fait entre le paiement mensuel ou hebdo ou journalier. Sans trahir de secret, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est le crédit SMS qui est pris ou ce qu'il y a dans le mobile money, mais c'est ça qui permet de facturer les services et de reverser derrière aux créateurs. Donc, toutes ces plateformes aujourd'hui ont un rôle extrêmement important. Il faut les favoriser parce qu'ils rémunèrent la création de contenu. Ils sont sur une économie qui fait que le contenu et le créateur de contenu, il est rémunéré. Et c'est ça qui est inédit en Afrique aussi pour ça. Donc, monétisation, on a dit deux visages, gratuite, payant. Ce qui est payant, c'est de l'ordre de ce que tu vois sur Netflix ou Spotify en abonnement mensuel, sauf que pour l'Afrique, les modes de paiement, ce n'est pas la carte bancaire, c'est le SMS ou le mobile money. Et c'est du paiement en quotidien ou en weekly, daily, weekly, plutôt que monthly. Et aujourd'hui, en fait, donc du coup, c'est des plateformes qui sont mises en place en fonction des réalités terrain, en fonction des réalités du pays, en fonction du contenu adapté pour le pays, ou pas impératif. Ben, justement, c'est ça, parce que autant il y a une vieille... peut-être, je sais pas moi, une vieille approche qui voulait qu'on n'achète que du contenu pour la vidéo Nollywood pour toute l'Afrique. Il a fallu comprendre qu'il y a les Bobo Diouf, qu'il y a ma famille d'abord, qu'il y a Maîtresse d'un homme marié pour comprendre c'est une Afrique, mais c'est des différences en fait. C'est du contenu, c'est l'hyperlocalisation du contenu, si je peux m'exprimer comme ça. Le contenu, plus de contenu local. Après, il peut être global et local en même temps, dans la standardisation. Mais c'est sûr qu'au Sénégal, il faut vendre du Maîtresse d'un homme marié, du Idol, du Karma. C'est ça que tu vends, du Serigne Ngagne, du Saner. À l'Ivoirien, tu lui vois aussi son contenu. Au Nigérian, son contenu. Et c'est ça qui fait la spécificité des marchés. Et c'est là où le contenu devient le levier stratégique de génération de revenus. Et devient un indicateur de performance business très important dans la création de valeur et dans la génération de revenus pour cette économie de la monétisation. Donc le sourcing de contenu, il doit être très smart, il doit être très bien fait. Parce que le sourcing de contenu, c'est cette faculté, cette capacité à avoir le bon catalogue de contenu pour servir finalement ses abonnés. Et n'oublie pas ce qu'on a dit derrière, c'est l'expérience utilisateur qui est important. S'il y a une dimension technologique dans l'expérience utilisateur et financière, c'est celle d'un parcours client rapide pour facturer rapidement, que ce soit less frictionless, comme dit, moins de rupture possible ou de taux de déperdition. Il faut aussi que le contenu nous parle pour qu'on puisse y rentrer. Que les gens restent connectés. Parce que c'est très simple, on est dans un marché où c'est ce qu'on appelle l'approche multi-SIM. On a tous 2 ou 3 SIM. Tu es chez
Free, chez Orange, chez Expresso en même temps. C'est quand c'est important, tu sors une SIM, tu mets une autre. Généralement, on va dire de manière caricaturale comme ça. Le jour où tu as le contenu que tu veux et qu'il y a ce qu'on appelle la chronologie des médias, un fenêtrage qui est fait sur les contenus, que ça arrive chez la plateforme avant d'arriver à la télé ou ailleurs, que tu as l'exclusivité de regarder 15 jours avant d'autres, mais tu payes. C'est ça. Donc, le contenu devient un levier stratégique de génération de revenus, d'acquisition, d'enrôlement d'audience, de recrutement de clients d'un point de vue marketing, mais surtout de satisfaction client parce que les utilisateurs finaux, ils veulent leur contenu. Alors, j'ai une phrase que je vais te lire de Felwine Sarr et tu vas me dire à quoi ça te fait penser dans l'économie aujourd'hui du contenu. Alors, s'affranchir des critères occidentaux. Alors, il dit il s'agit de sortir de critères qui instaurent une dominance de l'économie, des catégories qui ne sont que quantitatifs, statistiques, comparatifs, et de réfléchir à une réalité en train de se faire et qui est mue aussi par l'immatérialité. Une vie humaine engage bien plus de dimensions que celles que nous laissent voir les indicateurs économiques, des dimensions sociétales, culturelles, écologiques ou environnementales. Écoute, je pense que c'est ce qu'on a brossé plus ou moins parce que c'est quels sont les indicateurs de performance qui définissent quels sont les indicateurs de performance. La logique de performance, elle est arrimée à quoi, à quel mindset, à quelle culture, quel background culturel. Est-ce que c'est vraiment de... Bon, après ça, c'est Felwine, c'est high. Est-ce que c'est arrimé à du capitalisme et que juste la recherche de profit au détriment de valeurs qui sont peut-être africaines de base? L'essentiel est, nous on a dit, dans un écosystème où le créateur de contenu est celui qui a la propriété intellectuelle, on a parlé de value gap. Il faut un niveau de reversement qui soit à la hauteur de sa dignité. Que les plateformes ne prennent pas plus que... C'est un modèle économique à chercher parce que souvent, ça se finance. Et il faut trouver un équilibre et une bonne ingénierie financière derrière. L'écologie, c'est oui. Quel est l'impact finalement de tout ce monde du streaming, des plateformes sur l'écologie? C'est à voir. Donc ça, c'est important. Quelle est la place du contenu africain pour vendre ce soft power aussi? C'est important. Et après, pour moi, ce qui est immatériel, c'est dans l'ordre du créatif. Mais l'économie, effectivement, il y a cette logique de transaction qui ne peut pas ne pas exister. Maintenant, elle est financière ou elle est entre good to cash ou cash to good ou value to whatever, ça dépend. Est-ce qu'aujourd'hui, on va créer une possibilité de dire quelqu'un consomme du contenu, ne paye pas par argent, mais paye par autre chose qui va être monétisé ou monétisable ou converti? Bon, après ça, c'est assez complexe. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut effectivement chercher plus d'équité. Le créateur de contenu qui a la propriété intellectuelle doit s'y retrouver dans cette chaîne de valeur. Il faut peut-être essayer de donner de la force au contenu local parce que c'est ce que veulent les Africains. Il faut donner les moyens de financement de la production. Des outils existent, des instruments existent pour que ce soit la cinéma, la musique. On a parlé dans le premier épisode de fonds des cultures urbaines qui peuvent permettre de financer. Il y a le FOPICA qui existe, il y a d'autres instruments. Il faut que nos pays, on pense à ça, qu'on pense à peut-être des plateformes aussi nationales ou transnationales, régionales qui puissent capter tout ce marché, orienter les choses vers ça. Et après la dimension immatérielle, économique, comme elle est très bien pensée, je pense qu'il est à la hauteur de la réflexion de Felwine aussi, et je pense qu'il est peut-être mieux à même de la porter là où ça part. Ah oui, voilà. C'est sûr, mais sur ce qu'on a discuté, nous, c'est plus d'équité. Moi, auteur-compositeur, intéressé, passionné et expert de la chose, c'est oui, plus pour les créateurs de contenu, une économie saine, de la monétisation et surtout de la chaîne de valeur, des métiers, des sous-secteurs, des filières qui puissent être nourris pour qu'on participe tous à l'effort de guerre, plus d'emplois, plus de marchés ouverts pour l'Afrique et que ce soit de l'expertise africaine. J'adore une chose, c'est que sur les 2 épisodes, chaque fois, il y a un terme qui revient, c'est l'effort de guerre. En fait, il y a un combat qui est là. Oui, ben c'est générationnel. Je pense que chacun trouvera son combat. Chacun devra se dire qu'est-ce que je fais pour participer, qu'est-ce que je fais pour impacter ma communauté, qu'est-ce que je fais pour participer à l'effort de guerre. L'effort de guerre, c'est quoi? C'est le besoin de développement pour l'Afrique. C'est le besoin de donner à l'Afrique ses lettres de noblesse dans ce qu'elle est. Donc nous tous, nous sommes des fils d'Afrique. Je pense qu'on a
à contribuer, on a à s'enrichir de ce que le monde nous a donné, forcément. On a à participer aussi, et c'est au travers de nos expertises, nos expériences de vie, de nos métiers. Et si on peut aider, nos pays, nos gouvernements ne feront pas tout. C'est dans l'entrepreneuriat, c'est dans les idées. Cette Afrique des idées, cette Afrique qui concrétise aussi des idées, cette Afrique qui veut travailler, cette Afrique qui veut faire des choses bien faites, cette Afrique qui veut avoir de l'éthique dans le travail, cette Afrique qui, par le contenu, va faire parler son soft power, va faire montre de son catalogue de soft skills au regard de ce que ces ressources humaines sont très jeunes, à la fleur de l'âge, de l'innovation, de la créativité. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on mette en symbiose, qu'on puisse faire marcher. Et c'est ça notre rôle, nous, c'est de ne pas voir que le Roland, comme on voudrait le voir, engagement, ça veut dire forcément être juste dans un secteur. Non, dans tout ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on fait, que ce soit dans la politique, dans la musique, dans l'art, dans la culture, à la banque, la finance, dans la littérature, dans l'éducation, dans la danse, le sport, etc. En fait, c'est de la politique. C'est participer à l'effort de guerre parce qu'on est quelque part dans la chaîne de valeur où on contribue. Et c'est ce que je pense qu'il doit être le combat de chacun. Une fois que je fais quelque chose, quel est l'impact dans la communauté? J'y gagne quoi? Nous y gagnons quoi? Comment ça avance? Comment ça fait avancer les choses? J'ai l'impression que tu es beaucoup dans la transmission et ça me rappelle un élément phare de mon émission avec Djibril Dramé qui a beaucoup parlé de transmission. Ah ouais, Djibril. Et de brillant Djibril. Ouais. Et écoute, j'ai bien envie de continuer cette discussion. Malheureusement, on est pris par le temps. Oui. J'ai juste envie de te poser une dernière question. C'est quel est ton message pour ceux qui ont envie de se lancer dans la monétisation, dans le streaming, dans la création de contenu? Écoute, pour la monétisation, lancez-vous. De toute façon, là, c'est une expertise, c'est un métier. C'est toutes les stratégies qui sont mises en place pour distribuer un contenu. C'est une logique de vente. Maintenant, c'est adossé à l'économie numérique avec des codes. C'est simple, c'est qu'il y a une économie du numérique. Aujourd'hui, il y a deux qui sont incontournables de fait. C'est les opérateurs réseau télécom qui ont et la connectivité pour que le contenu puisse passer et les services de facturation parce que qui facturent in fine, donc génération de revenus, livraison du service. Il y a l'environnement juridico-légal, nos autorités de régulation qui doivent organiser le marché de telle sorte qu'il soit pas laissé en rade par l'évolution technologique et qu'il y ait de la co-régulation, de la co-création de valeur. Il y a enfin la création de contenu avec tout cet écosystème et ses contraintes de création de contenu, de production, les moyens qu'il faut ou pas avec nos États et les entrepreneurs qui doivent créer beaucoup plus d'idées et contourner ces difficultés, les États qui financent donc avec des fonds ou qui financent, qui donnent capacité les créateurs de contenu à créer. Et c'est cette symbiose de tout ça qui va donner aujourd'hui un bon environnement. Donc, qui veut monétiser, quelle que soit sa position, doit savoir ce qu'il doit faire. C'est un créateur de contenu, il faut qu'il apprenne les règles du jeu sur la monétisation, les types de plateformes qui existent, comment l'économie numérique fonctionne, surtout en Afrique, adossée aux opérateurs télécoms, comment on fait de l'argent avec des subtilités qui s'entourent bien dessus et qu'il y ait aujourd'hui des enjeux qui soient à la hauteur de ce que le cinéma africain doit apporter, ce que le gaming africain doit apporter, ce que la musique africaine doit apporter, ce que les industries créatives doivent apporter, parce que on ne monétise pas que le contenu. Pour moi, il faut qu'on ait des hauts lieux de monétisation de la culture et des industries créatives. Et le fait de monétiser la culture et les industries créatives, c'est le fait de pouvoir vendre ce soft power africain, ce catalogue de services, de métiers ou de talents. Monétisons le talent africain, quoi. Voilà. Écoute, monétisons la grande boutique que nous sommes. Yeah, le content store. La grande boutique de contenu. Merci vraiment pour ta participation à cette émission. Juste, chers amis, juste pour faire un petit résumé de ce qui se passe sur ce plateau, on a essayé de parler un peu de la création de contenu, de la monétisation et de tous les process qui sont autour de cela. Il y a une régulation qui est mise en place pour permettre aux gens de pouvoir créer, de monétiser et ce, dans les règles de l'art, dans la mesure du possible. Effectivement, si on avait laissé chacun faire ce qu'il veut, beaucoup n'y trouveraient plus leur compte. C'est ça. Et aujourd'hui, tout ce contexte qui est mis en place facilite la création de nouveaux métiers, la création de valeur, la création d'une économie réelle à travers laquelle on développe les industries culturelles et créatives, qui est la leitmotiv de aujourd'hui notre podcast Dakar Creative Talks. Je remercie vraiment d'avoir été là.
Merci à Un toi. plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Pour la petite info, Ibrahim Khan, a.k.a. No Name, est rappeur depuis des années, passionné de musique, passionné d'art, passionné de culture, agitateur et acteur culturel. Vous entendrez parler de lui très bientôt et je pense que je l'inviterai encore sur ce plateau sous une autre casquette. Merci. Que vous pourrez découvrir. Donc moi, en attendant, je m'appelle Oumar Niang, plus connu sous le pseudo de Minus, votre éternel serviteur. À ma droite, j'avais toujours Ahmed. Vous le verrez un jour, peut-être, si il décide de se faire voir. Et vous aurez toujours la grande dame Salimata au son. Merci à tout le monde. Merci à Duco Kalam Production. Et Dakar Creative Talk, c'est votre podcast qui revient toujours sur les industries culturelles et créatives de A à Z. Salam alaikum, merci, à très bientôt. Et en attendant, have a coffee, break the rules and share love.